Alors, bonsoir à tous et merci pour votre présence à cette conférence intitulée Que signifie l'égalité entre espèces, du spécisme au scientisme, où nous avons le plaisir d'accueillir Victor Durand-Lepeuch pour aborder ces sujets. Donc du coup, nous sommes Sentience, une association étudiante antispéciste et scientiste dont l'antenne de Nanterre a été fondée il y a bientôt 1 an maintenant. D'habitude, on vulgarise ce qu'est le scientisme, mais exceptionnellement pour ce soir, notre invité nous éclaircira directement sur le sujet. L'un des objectifs du coup qu'on a, c'est vraiment de promouvoir la réflexion sur la condition animale, un sujet qui est encore peu abordé. Et on cherche aussi à sensibiliser le public en soi à ces enjeux fondamentaux. Et actuellement, on est à la 3e date déjà du cycle de conférences antispécistes. Par ailleurs, n'hésitez pas au fond de la salle à piocher le planning des conférences pour garder la dernière date avec vous, qui est sur notre stand dédié, et plus généralement, il y a un buffet, etc. Et si vous voulez nous soutenir, pour 1 € symbolique, vous pouvez adhérer à l'association. Cet événement, il a été rendu possible grâce à l'Université de Paris-Nanterre, au service de l'AK2, la Commission d'aide aux projets étudiants et la CVEC, ainsi qu'à nos donatrices. Du coup, merci encore à Anne, Fabiola, Jean-Luc, Nicolas, Sandro et Sarah, ainsi qu'à nos différents partenaires comme Eura ou Giant Joy, dont vous retrouvez les produits justement à la dégustation. Il y a un temps d'échange et de questions de maximum 1 demi-heure qui est prévu à la fin de la conférence, et vous pourrez du coup les poser directement au micro ou en faire part à l'écrit dans un petit carnet qui est ici, que je vais pouvoir vous passer parce que finalement prendre la parole en public c'est pas facile pour tout le monde, donc n'hésitez pas à poser ces questions-là et on les lira pour vous. Si vous vous sentez pas bien aussi, n'hésitez pas à vous adresser à quelqu'un de l'association. Et puis Victor, d'enfin te laisser la parole, je me permets juste de te présenter très très brièvement. Lorsque tu étais étudiant, ton mémoire de philosophie des sciences, il a porté sur la question de la sentience chez les poissons. Et depuis, tu es conférencier, militant, chercheur indépendant, et tu as participé ces dernières années à l'organisation d'événements autour de la question animale. Tu animes également Comme un poisson dans l'eau, dont ton podcast où tu reçois des activistes et des expertes de divers domaines pour parler du spécisme, du véganisme, etc. De plus, tu as récemment condensé vraiment la richesse de cette pensée dans un excellent ouvrage intitulé En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme, qui est sorti aux éditions de l'Atelier l'année dernière et qui est disponible pareil sur le stand dédié. Alors du coup, là, je te cède enfin la parole et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de Sentience Nanterre pour l'invitation et pour l'organisation. Puis merci à vous d'être là et de vous intéresser à ce sujet. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais si jamais je suis pas clair à tout moment, n'hésitez pas à m'arrêter et à poser une question en mode là est-ce que tu peux revenir sur ça ou préciser, il y a vraiment aucun souci, comme ça je perds personne au fur et à mesure si jamais. Alors pour rentrer en matière, c'est pas extrêmement courant quand on parle de la question animale d'arriver à cette question par l'angle de l'égalité. J'ai l'impression que même quand on parle d'antispécisme, on va plutôt parler en d'autres termes en fait, on va parler de lutte contre une oppression, c'est ça en fait, l'antispécisme c'est la lutte contre l'oppression spéciste, c'est-à-dire l'oppression qui vise les autres animaux. Et je dis les autres animaux parce qu'en fait, nous humains, on est des animaux. Et voilà, il y a tout un système social qui organise la domination des humains sur les autres animaux, c'est ça le spécisme. Et souvent, on dit contre quoi on est, c'est dans le mot antispécisme, et on n'en vient pas toujours au projet implicite, mais qui est déjà contenu, en fait, dans l'antispécisme, qui est à l'inverse du spécisme, qui est l'inégalité instaurée par ce système-là de domination. En fait, l'alternative au spécisme, c'est l'égalité. Et c'est en fait, je me suis rendu compte de ça en écrivant l'ouvrage qui essaie de condenser un peu tout ce qui a été produit de plus intéressant dans la pensée antispéciste ces dernières décennies. C'était un peu l'objectif, tout en répondant aux objections, aux idées reçues qui circulaient justement sur cette question-là, qu'une grosse partie, soit des objections, soit des mécompréhensions à propos de l'antispécisme, porte en fait sur cette compréhension-là du principe d'égalité derrière l'antispécisme.
Et c'est typiquement la première idée fausse qu'on nous brandit dès qu'on essaye de parler d'antispécisme, ça surgit, mais vous voulez donner le droit de vote aux poules. Et comme il dit voilà sur un ton souvent un petit peu ironique en mode on voit bien que ça tient pas debout votre projet, votre histoire là politique et c'est pas seulement, j'essaie d'attirer votre attention sur le fait, c'est pas seulement une caricature de l'antispécisme, ça c'est hyper courant, les véganes, les antispécistes, on est caricaturés en permanence, on est extrémistes, wokistes, casseurs de boucheries, voilà on est les plus violents de tous, enfin voilà il y a vraiment extrêmement un nombre gigantesque d'idées fausses qui portent directement sur les personnes humaines qui essaient de montrer, de mettre en pratique une solidarité à l'égard des autres animaux, mais cette idée-là, c'est pas qu'une caricature, c'est en fait aussi, elle repose sur une mécompréhension fondamentale justement du principe d'égalité, avec l'implicite que, en fait, ce serait absurde de donner le droit de vote aux poules, c'est pas du tout adapté à elles, et donc si on peut pas appliquer un traitement identique, c'est bien que l'égalité tient pas en fait entre les différents individus, et ça vient un peu s'appuyer sur une espèce de sentiment d'évidence de la différence. C'est à ça que ça sert souvent les idées fausses comme ça qu'on nous brandit. C'est une façon de, sans avoir à produire un argument en face, de juste par l'ironie et par le mépris en partie, de dire en fait ça tient pas debout. Et en fait il y a plein d'implicites sur lesquels ça s'appuie, et un des implicites c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est l'égalité, et l'autre c'est ce sentiment d'évidence de la différence qu'on a vis-à-vis des autres animaux. Et sous prétexte de cette différence qu'on ressentirait comme évidente que les animaux et les humains, c'est quand même pas pareil. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans le spécisme, mais il y a un fond de vérité, on va voir. Mais le fait d'appuyer sur ça en permanence, ça sert à légitimer le spécisme, et à dire changeons rien, parce que de toute façon, ils sont trop différents, donc on va pas leur donner des droits. Et en particulier, le droit à la participation politique et du coup, le droit de vote. Et c'est toujours cette idée-là de, en fait, c'est là, j'essaie aussi de vous montrer que l'égalité, elle est souvent articulée à la question de la différence. Comme si la différence, en fait, était une contre-indication ou quelque chose qui rendrait impossible l'égalité. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de revenir en détail, et c'est tout l'objet de cette conférence, de vraiment détailler ce que ça veut vraiment dire l'égalité et est-ce que c'est incompatible avec la différence. Et spoiler, pas du tout, en fait. Donc, et en fait, j'ai un peu, je me suis fait influencer par le livre et la structure que j'avais pris en fait pour essayer de déployer la pensée antispéciste. C'était toujours de répondre à des idées reçues, et donc je vais refaire un peu ça ce soir. J'essaie de reprendre un peu 4 des idées qui permettent, qui tournent autour de cette idée-là de mécompréhension de l'égalité, pour essayer de défricher un peu le terrain des choses intéressantes. J'ai l'impression qu'il y a à penser autour de cette question-là. Donc voilà, on va faire le tour de ces 3-là. Et j'attire votre attention là sur des visuels. Il y a quand même, j'ai l'impression que la question de l'égalité animale ou de l'égalité entre les espèces, elle n'est pas tout le temps mise en avant, y compris dans le mouvement, mais il y a quand même certaines associations ou certaines parties du mouvement qui ont essayé de le faire. Notamment là, c'était une association qui s'appelait Pour l'égalité animale en Suisse, qui avait dans son nom même cette idée, cet horizon politique d'égalité. Donc ça, c'était intéressant. Et en fait, on a un héritage francophone de cette idée-là, vraiment l'héritage des cahiers antispécistes notamment, et après des personnes qui ont pris la suite, enfin voilà, de tout le courant intellectuel que ça a créé, particulièrement en France. Et en fait, ça s'est articulé avec des pensées au Québec, en Belgique, en Suisse, dans toute la francophonie. Il y a vraiment eu quelque chose de plus spécifique de mise en avant de cette question-là de l'égalité. Et donc là, je l'invente pas en fait du tout. Je puise à cette tradition-là, cette façon qu'on a eue dans le mouvement de penser notre rapport aux autres animaux. Et je me dis juste, ça vaudrait le coup qu'on en parle peut-être plus souvent sous ce mode-là, parce qu'on prend de front aussi en fait les idées fausses auxquelles on s'affronte en permanence quand on parle directement d'égalité. J'ai l'impression que ça a l'avantage de mettre directement la conversation sur les rails, sur des bons rails en fait. Alors que sinon on part sur les véganes c'est des bobos, machin truc, c'est moins intéressant, et parler d'égalité ça recentre vraiment sur le projet politique qu'on porte, sur notre rapport aux autres animaux, sur la situation, sur ce qu'on revendique en fait. Et je trouve que c'est plus intéressant en fait souvent. J'ai l'impression que ça mène à des discussions où il y a tout de suite des objections qui viennent, mais en fait c'est productif et en fait c'est intéressant dans ce qu'on peut produire ensuite en face ou en discussion qui suit en général. Donc voilà, première idée reçue, c'est l'idée que l'antispécisme nierait les différences. J'ai pas remis, mais les différences entre les humains et les animaux, en fait les autres animaux. Déjà, juste
En fait, non. Hein. Les antispécistes, on n'a jamais dit que les humains et les autres animaux étaient exactement pareils, que c'était la même chose, qu'il y avait de l'identique. C'est jamais ce qu'on dit. En fait, d'ailleurs, assez souvent, en fait, c'est les personnes qui s'intéressent au sort et aux intérêts des autres animaux qui les connaissent plutôt mieux que la moyenne de notre société, et donc qui ont aussi connaissance de leur spécificité, leur personnalité, leur individualité, leur grande différence. Et je vais vraiment veiller ce soir, et vous me rattrapez si je fourche, à pas dire les différences entre espèces, parce qu'en fait, c'est un des trucs qu'on défend dans l'antispécisme, c'est que les différences, elles sont pas que en grande catégorie d'espèces. Et on le sait bien, entre humains, on est super différents entre nous. Donc ça, c'est un peu acquis. Et dès qu'on sort de notre espèce, d'un coup, on voit qu'une espèce d'homogénéité, alors soit une grande masse, l'animal, comme aiment dire les philosophes, soit des fois on va un tout petit peu plus dans le détail, puis on réfléchit par espèce, mais on continue à faire comme si, en fait, tous les individus qui sont regroupés sous une même espèce étaient un peu des spécimens interchangeables. Et donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de différence là qui nous est sans cesse brandie. En fait, c'est un peu une différence fantasmée, et c'est une différence d'essence. C'est cette idée de c'est vraiment pas pareil, et donc on peut pas faire société ensemble, et donc on peut pas prendre en compte leurs intérêts. C'est toujours ça. Et donc c'est beaucoup plus que l'ensemble des différences factuelles qui existent, mais en fait qui sont absolument innombrables. Je veux dire, il y a énormément de différences entre nous, et la question c'est pas tant quelle différence existe, ça c'est une question factuelle qu'on peut regarder, c'est plutôt à partir des différences qu'on peut constater, qu'on peut observer, où là c'est des faits, donc il n'y a pas à discuter, de ce qu'on peut produire comme existence de différences multiples, c'est qu'est-ce qu'on en déduit en fait, et qu'est-ce qu'on est autorisé à en conclure. Et c'est là où il y a un point de désaccord entre l'antispécisme et le sens commun. Parce que l'antispécisme, en fait, a porté l'idée que toutes les différences qui nous sont brandies pour venir justifier l'infériorité des autres animaux, et la quasi-totalité, en fait, la totalité de ces différences-là qui seraient censées fonder la hiérarchie, sont pas des bons arguments, en fait, pour justifier la supériorité des humains. Et elles sont un peu de deux grands types, ces différences qui sont avancées en permanence pour essayer de justifier le spécisme. La première, c'est la plus évidente, c'est juste la différence d'espèce en elle-même. C'est le fait que c'est des animaux, c'est pas des humains, parce que l'animal a été construit comme l'envers de l'humain, alors qu'on est des animaux, mais donc c'est cette idée que c'est pas des humains, donc ils ne comptent pas. Et ça, en fait, l'antispécisme a rapidement, quand il s'est planché sur le sujet, dit la différence d'espèce, c'est une différence biologique, arbitraire. Il n'y a pas de raison, ça vient pas fonder. En fait, si on est dans telle espèce, d'un coup, on aurait une valeur morale supérieure. Et si on n'est pas né dans la bonne espèce, pour une raison qu'on comprend pas bien, en fait, parce que ça va rien fonder en soi-même, une différence d'espèce. D'un coup, on compterait pas, on serait dans un néant moral, et tout le monde peut s'en ficher, en fait, ou s'en fiche, je sais jamais comment on dit ce verbe, de ce qui nous arrive. Donc c'est comme en fait c'est du même ordre que n'importe quelle autre différence biologique qui a été brandie pour fonder d'autres systèmes de domination. Donc typiquement la différence de sexe ou de genre, de sexe quand c'était brandi justement comme caractère biologique qui serait censé fonder une différence et donc une inégalité viendrait justifier l'inégalité. Les différences raciales, toutes les catégories raciales pseudo-scientifiques qui ont été brandies et produites en fait, qui sont de l'idéologie pour venir appuyer des différences. L'antispécisme dit en fait l'espèce peu importe que ce soit une vraie catégorie qui délimite biologiquement certains individus ou pas, en fait, de toute façon, il n'y a pas de lien logique, ça ne vient pas justifier un mauvais traitement. Et donc, c'est vraiment ça qu'on porte, en fait, c'est que toutes les différences, soit la différence d'espèce en elle-même, soit des fois ce qui nous est brandi, c'est les animaux, ils sont bêtes, les animaux, ils ont des moindres capacités, les animaux, ils sont pas capables de, et faites la liste, ils n'ont pas la rationalité, le rire, le machin, et tous les trucs à l'inverse qui ont été brandis pourquoi les humains sont supérieurs, parce qu'ils ont et là, tous les propres de l'homme qui ont été faits. Et ça, c'est pareil, en fait. C'est non seulement on n'a pas arrêté de trouver qu'en fait, chaque propre de l'homme qui a été brandi est aussi présent chez d'autres animaux. Et puis d'ailleurs, il y a plein de capacités incroyables chez d'autres animaux que les humains. On regarde pas, enfin, on est un peu intéressé, on va toujours regarder les différences qui nous mettent au-dessus, selon ce qu'on se représente. On va jamais regarder là où on n'est pas très bon. Et en fait, on n'est pas très bon à la plupart des choses. Mais du coup, on préfère regarder la capacité à faire des symphonies et à envoyer des fusées dans la Lune pour se mettre en avant. Donc c'est là où on commence à voir que c'est pas anodin les différences qui sont brandies pour venir légitimer le système de pouvoir. Et en fait, le cœur de l'argument antispéciste, c'est peu importe le type de différence que vous brandissez, en fait, ça vient jamais justifier la violence, ça vient jamais justifier l'inégalité, ça constitue pas de bons arguments pour justifier la domination, la destruction des existences
l'annihilation de milliards d'individus, juste parce que quoi? Parce qu'ils sont pas dans la bonne espèce, ou parce qu'ils auraient des capacités différentes des nôtres. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de... On peut reconnaître l'existence des différences, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Et ça c'est une décision politique en fait, c'est une décision sociale. Ça découle pas directement de l'existence de différences factuelles. Et c'est là où en fait on débat et où nous on arrive avec une contestation politique des conséquences qui sont tirées en fait de ces différences-là. Et même je dirais en fait, nous on porte l'égalité et donc c'est précisément au nom de l'égalité qu'on reconnaît en fait des différences. Parce que si on veut bien penser l'égalité, faut pas traiter tous les individus pareil. Typiquement, si on veut bien penser l'égalité avec les poules, c'est pas leur donner un droit de vote en mode elles doivent aller mettre un bulletin dans l'urne qui va être la réponse adaptée pour appliquer un principe d'égalité à leur égard. Par contre, on peut reconnaître ce qu'on a en commun, c'est-à-dire un intérêt à pas mourir, à pas être torturé, à pas être enfermé, à avoir des amis, à créer des liens sociaux, à avoir accès à une variété d'environnements, à pouvoir vraiment choisir comment se passe notre vie. Tout ça, c'est des choses qu'on a en commun avec en fait, la totalité des autres êtres sentients, des autres animaux comme nous. Et là, ça fait sens. Et après, il y a ces intérêts un peu fondamentaux, mais ils se manifestent des fois dans une variété en fait de capacités différentes, de situations différentes, de contextes extrêmement variés. Et donc, si on veut bien penser l'égalité, on a besoin en fait de voir ces différences-là et de les prendre en compte. Et c'est déjà ce qu'on fait en fait entre humains. Je veux dire, il y a déjà des droits qui ont été obtenus au nom de l'égalité, par exemple le droit à l'avortement, et qui ne concernent pas en fait tous les humains. Mais c'est pas une infraction au principe d'égalité. C'est tous les individus qui peuvent enfanter parmi les humains ont certainement un intérêt à pouvoir accéder au droit à l'avortement. Et donc c'est pas parce que tous les humains n'ont pas cet intérêt qu'il faudrait pas le défendre. Et c'est au nom de l'égalité qu'on dit reconnaissons les différences et répondons aux différents besoins dans la variété des contextes, mais en donnant ce type de droit. Et donc vous voyez que en fait c'est vraiment une idée pauvre de l'égalité sur laquelle s'appuie cette idée-là faut pas donner le droit de vote aux poules. En fait, on fait déjà des différences entre humains, mais là, c'est au nom de l'égalité. Et il y a d'autres différences qui sont instaurées au nom de l'inégalité. En mode, tes intérêts vont moins compter, on va pouvoir restreindre tes droits pour des raisons arbitraires. Et c'est là où, en fait, il faut faire le distinguo et voir d'où part, en fait, le principe du traitement différencié. Est-ce que c'est une prise en compte vraiment égalitaire de la variété des contextes, ou est-ce que c'est juste une application arbitraire de la moindre prise en compte de certains intérêts? Et là, c'est l'inégalité, la domination, la violence, parfois. Ça vous parle, là, cette façon de... Je vous ai pas perdu encore? Très bien. Vous me dites, sinon vous faites signe. Donc voilà, en fait, agir avec justice, ça impliquera vraiment nécessairement de ne pas appliquer un traitement identique à toutes ces situations-là. Et c'est pour ça que dans nos sociétés, par exemple, on donne... tout le monde n'a pas le droit le permis de conduire, par exemple. Enfin, il y a plein de traitements différenciés. On n'a pas tous les mêmes droits au travail parce qu'en fait, on a des situations de travail différentes. Enfin, voilà, et je pourrais faire la liste en fait des choses où on pense la spécificité des contextes. Donc, on voit que vraiment, ça tient pas debout cette idée de les droits de vote aux poules. C'est vraiment quand on n'a pas commencé à se poser des questions un peu sérieuses et qui prennent au sérieux aussi l'intérêt des autres animaux. Et par ailleurs, en fait, au nom de l'égalité, on pourrait penser une mise en pratique de la participation politique des autres animaux qui effectivement ne prendra pas la forme de glisser un bulletin dans l'urne, mais qui peut prendre d'autres formes. C'est une petite case que j'ouvre, mais c'est en mode, si on remonte en fait au principe plus général de considération des intérêts des autres animaux, là en fait ça fait sens de parler de droits politiques, de droits qui vont au-delà de juste la prise en compte et la réponse aux besoins fondamentaux des autres animaux. Ils ont aussi un intérêt à être pris en compte dans leur volonté, dans leurs préférences, dans leur participation à nos sociétés interespèces. Donc il y a plein de choses en fait qu'on peut dérouler une fois qu'on a un peu mis de côté les incompréhensions et qu'on dit mais regardez, il y a vraiment des choses intéressantes à penser à partir de cette idée pourrie de droit des poules, de droit de vote des poules. Et une autre chose qui est super importante, j'ai l'impression, et que j'ai un peu fait jusque-là, c'est l'idée que il y a des différences factuelles et de ces différences découlerait la domination ou la hiérarchie. Et c'est vraiment le récit que nous vend le spécisme. C'est naturel parce que on est des humains, les autres animaux ils sont différents et en fait ils sont inférieurs et ils sont faits pour être mangés. Et donc il faut qu'on arrive à faire ce pas de côté de voir d'où vient la différence et que la différence telle qu'on nous la sert en fait dans le discours spéciste, c'est pas juste le constat de différence factuelle, c'est une production idéologique. C'est en fait une altérisation permanente, une mise à distance politique
et sociale des autres animaux. Ils ne sont pas juste les spécistes qui nous disent ça à chaque fois qu'on dit mais il faudrait donner des droits aux autres animaux. Ah mais non, ils sont différents. C'est pas juste un constat qui se passe quand vous avez ces discussions-là, en fait. C'est vraiment une mise à distance dans le néant moral. C'est « il ne compte pas ». Et donc, je vais te brandir n'importe quelle différence qui me passe par la tête pour venir justifier l'ordre social tel qu'il est. C'est-à-dire l'ordre spéciste, inégalitaire, qui instaure, en fait, l'inégalité entre les vies. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas non plus trop prendre au sérieux ces discours de la différence. Je veux dire, on peut y répondre, on a tout le temps plein d'arguments et on a déployé avec beaucoup de patience et de persévérance les arguments rationnels contre ces idées de différence. Mais en fait, il faut quand même toujours garder en tête de voir ce qui se passe et que le cœur, l'enjeu de l'interaction qu'on a en permanence dans la société quand on nous brandit la différence, c'est de voir que en fait, c'est un réacteur qui n'en finit jamais et que les gens ne sont pas tellement intéressés par les bons arguments que vous fournissez en face. Je sais pas si vous avez remarqué ça, quand on a des discussions autour du spécisme. En fait, on est en train de répondre en disant « Oui, bon, là, ta différence, en fait, regarde, en fait, il y a tel animal qui a le truc que tu pensais être que chez les humains. » Et en fait, on n'est pas en train de nous écouter, on est déjà en train de nous répondre sur une autre différence. Et vous pouvez faire ça à l'infini, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, les différences, elles sont innombrables entre les individus. Et si on écoute, en fait, si les gens en face n'écoutent pas la réponse, ça révèle quelque chose, c'est que le spécisme n'entend pas raison. C'est-à-dire, c'est vraiment un mode de réflexion, le spécisme, qui est juste le sens commun, et on prend la conclusion comme donnée d'avance. C'est-à-dire, les gens avec qui on est en train de... Mais moi avant, c'est pas histoire de mettre... Moi, le premier, quand j'étais carniste et que je mangeais des animaux, j'étais le premier à trouver un avantage, à me dire, de toute façon, les animaux, ils sont inférieurs, et donc si on vient me parler de ma consommation d'animaux morts, eh ben, je vais tout faire pour essayer de trouver des arguments. Et on voit que c'est pas de bonne foi, en fait, comme réflexion. C'est vraiment, je brandis tout ce qui me passe sous la main, peu importe, en fait, si c'est un bon argument ou pas, et je continue d'en brandir. Et en fait, c'est là où il faut voir que c'est un réacteur infini et que ça peut faire un ping-pong non-stop, comme si vous jouiez aux cartes et en fait, nous, on va faire quoi? On va brandir telle ressemblance ou tel bon argument et puis en face, on va tout le temps nous resservir de la différence. Et c'est là où des fois, il faut prendre le pas de côté en disant qu'est-ce qui est en jeu en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et qu'est-ce que l'idéologie spéciste fait? C'est en permanence de renvoyer les animaux à cet ailleurs politique qui est l'endroit où on réfléchit pas en termes de morale et de politique à l'égard des individus, où on pense pas en termes de justice. Et souvent, c'est la nature, ou c'est n'importe quelle représentation dans laquelle on met les autres animaux, pour pas avoir à penser à elle et eux. Et donc, voilà, faut vraiment voir comment fonctionne, en fait, la mécanique, la psychologie spéciste. C'est une psychologie qui a déjà posé la conclusion avant même que vous commenciez la discussion. Et c'est pour ça que, des fois, faut pas s'essouffler, en fait. Des fois, la réponse, c'est, en fait, là, tu vas pas entendre de bonne foi mon argument, donc je vais me concentrer ailleurs, où on va le porter d'une autre manière, où on va continuer à asséner les choses qu'on doit tenir, sur lesquelles on doit tenir bon, par exemple de dire les animaux c'est des personnes, c'est des individus, ils ont des intérêts, ils ont un intérêt à vivre. Et on va pas, enfin, des fois la bonne réponse n'est pas de répondre au pied de la lettre à ce qui vient de nous être donné. Des fois c'est de faire le pas de côté et de dire en fait on ressente la conversation parce que là on s'est éloigné des animaux. Des fois, j'ai l'impression qu'on peut vite se faire perdre en fait dans les discussions autour du spécisme et les gens ils s'amusent en fait en face parce que nous on sait qu'on est en train de parler de la vie de personnes et que c'est grave en fait et que c'est important et en face ils s'amusent avec des arguments. Il faut voir ça aussi en fait. Quand on est spéciste, on s'en fiche des autres animaux. On est construit comme ça et dans toute notre société on est conditionné à ça. Et donc on parle pas à égalité en fait. Si nous on est en train de tenir dans notre main un enjeu vital pour plein de personnes quand on en parle. Et qu'en face, pourquoi ça bascule dans l'ironie et le risible? Parce que justement, c'est pas pris au sérieux et que c'est tout l'objet du désaccord. Donc, on doit aussi porter ça, des fois, en prenant un peu de distance. Et donc, ça répond aussi à cette idée-là que la deuxième idée reçue qu'on entend, l'antispécisme, voudrait traiter les animaux comme des humains. Bon, bah, ça, en fait, je l'ai déjà un peu déroulé, mais c'est précisément au nom de l'égalité qu'on doit tenir compte des différences. Ça, je l'ai déjà dit, donc en fait, je vais pas y revenir. Et peut-être je peux en venir à ce qui fait le prolongement de ce que j'étais en train de développer, qui est que des fois, on peut avoir cette tendance, mais de bonne foi, hein, parce qu'en fait, on nous renvoie tout le temps la différence des autres animaux. Donc en fait, ça donne envie de quoi? Ça donne envie de dire, en fait, regardez à quel point ils sont comme nous, à quel point c'est nos semblables, à quel point on se ressemble, à quel point on a plein de choses en commun, à quel point ils ont aussi des amis, ils font plein de trucs hyper stylés, et même parfois plus que nous, et on va vendre leurs prouesses, et du coup il y a plein de discours comme ça qui cherchent à dire à quel point les animaux ils sont incroyables, ils sont stylés et tout,
comme contre-discours finalement ou discours spéciste qui les infériorise en permanence. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier de la façon dont on en parle, parce que ça peut véhiculer plein d'implicites, cette réponse. Et on est déjà un peu en train d'accepter le jeu quand on répond comme ça, j'ai l'impression. Et c'est le jeu des dominants, en fait, c'est le jeu du spécisme, qui est pas fait pour faire gagner les animaux, en fait, qui est fait pour les faire perdre à tous les coups. Et ça vient un peu avec l'implicite, si on brandit en face de la ressemblance, déjà il y a ce problème que les différences, elles sont infinies. Donc en fait, c'est un jeu où on peut ne jamais finir, parce qu'on nous resserre tout. En fait, on est un peu en train de dire, si tu as n'importe quelle différence à rebrandir en face, ça va venir justifier l'inégalité. Comme s'il fallait à tout prix prouver en fait l'identicité, la ressemblance, pour pouvoir défendre l'égalité. Et c'est pour ça que des fois, moi, j'appelle à dire, en fait, on s'en fiche des différences. En fait, ça devrait être, des fois, plus souvent, on devrait s'autoriser à ça. Je veux dire, ça a un intérêt stratégique, hein, d'élever les animaux, d'informer sur leur vie, leurs capacités, de parler de leurs existences en bien et de les mettre en valeur. Des fois, ça vient vraiment contrer des discours spécistes qui servent la domination. Mais des fois, on devrait arriver à dire, en fait, on n'a pas besoin de prouver une quelconque ressemblance pour considérer que ces individus comptent et que leurs intérêts doivent être pris en compte. Et donc on s'en fiche de cette question de la ressemblance, de la différence. En fait, si on doit pouvoir construire l'égalité dans la différence. Et même, c'est dangereux en fait, parce que ça fait quoi si on fonde l'égalité sur la ressemblance? La ressemblance, c'est toujours une question de degré en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus ou moins égaux selon qu'on se ressemble plus ou moins? Enfin, vous voyez à quel point c'est glissant en fait comme terrain. Et que, par exemple, des arguments qu'on a pu avoir tendance à dire, comme il y a des arguments spécistes, qui nous disent, par exemple, les poissons, ils sont cons. Ils sont bêtes, ils sont pas capables, ils ont aucune capacité. Et en fait, ils ont fait ça avec tous les animaux. Hein, donc, je prends les poissons parce que il y a encore plus d'idées reçues souvent à leur égard. Mais et en face, on pourrait, et on a eu dans le mouvement la tendance à dire, mais non, regardez, en fait, ils font de l'arithmétique, ils ont une mémoire incroyable de leur environnement. Regardez toutes les sociétés qui forment et tout, et de dire en fait, bah, regardez à quel point ils sont intelligents, où ils ont des capacités rationnelles complexes. Et quand on fait ça, on a presque avalisé la conclusion que on aurait besoin de prouver ça pour dire qui compte. Alors qu'en fait, bah, on aurait d'emblée dû dire, en fait, peu importe. En fait, peu importe parce que ça n'a pas de lien logique avec la supériorité que tu es en train d'essayer de prouver et que tu as déjà pris d'avance comme ta conclusion. Et donc c'est un peu risqué. Des fois, il y a des façons de faire les deux à la fois, de dire, bon bah non seulement en fait on s'en fiche, mais par ailleurs, je vais te dire à quel point les poissons sont stylés. Mais c'est dangereux de se laisser entièrement piéger dans la rhétorique spéciste qui nous demande d'annihiler en fait toute différence entre les humains et les autres animaux pour pouvoir commencer à parler d'égalité. En fait, nous, il faut commencer par l'égalité presque, quand on en parle. Et après, quand on nous dit la différence, oui, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Et aussi, du coup, ça vient d'autant plus répondre que là, la différence, on a vu que c'est en fait souvent pas que le constat factuel de différence de fait, mais en fait c'est un processus, c'est un réacteur idéologique qui sans cesse nous reproduit, nous ressort, nous revend de la différence. Et bah, l'égalité, c'est un peu pareil en fait. L'égalité, c'est pas quelque chose qu'on va aller constater en étudiant suffisamment les animaux. C'est pas un truc qui est dans l'ADN en mode « Ah, là c'est bon, il y a l'égalité dans les poissons, du coup on peut être égaux. » En fait, je dis ça en rigolant, hein, mais en fait c'est pas ça l'égalité. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir déduire du regard factuel en mode « Ah, ils ont tel truc », sauf un truc que je garde pour plus tard, mais en fait l'égalité c'est quelque chose à construire. Et c'est un horizon politique, c'est de dire l'inégalité, on n'a pas de bons arguments pour le justifier, et donc en fait par défaut, il faut qu'on prenne en compte tous les intérêts de toutes les personnes qui pâtissent de nos décisions, de nos actions. Ça doit être notre horizon, mais il faut voir que c'est quelque chose à construire, qui ne va pas se faire tout seul, et qui ne va pas se faire juste en mode la conclusion d'un raisonnement. Et ça permet, là on en arrive au cœur un peu de, bon bah du coup, qu'est-ce que ça donne en fait? Qu'est-ce que l'antispécisme apporte comme clarification à notre conception de l'égalité? Bon, en fait, l'égalité, ça a jamais voulu dire, en tout cas, moi, l'égalité que je défends, et l'égalité qui, pour moi, est bien pensée, et celle qu'on doit défendre, ça veut jamais dire traiter tout le monde à l'identique. On a vu, en fait, on va faire n'importe quoi si on traite tout le monde à l'identique et qu'on prend pas en compte la diversité des situations. Ça veut pas non plus dire la ressemblance des individus, parce qu'on doit pouvoir penser l'égalité dans la différence. Ça veut pas dire, c'est pas le fait d'avoir exactement les mêmes capacités.
En fait, sinon c'est capacitiste en fait, comme argument. C'est validiste, on parle plutôt de validisme souvent. Mais capacitiste, disons, c'est le terme plus général qui s'applique pas que à l'oppression validiste qui touche les humaines avec des capacités différentes. Mais voilà, le capacitiste c'est quelque chose de transversal qui s'applique aussi aux arguments qui sont brandis contre les autres animaux en mode ils sont bêtes, ils ont pas telle capacité et tout. Bah ça fonde pas l'inégalité. C'est dégueulasse comme argument. Il faut toujours le dire en fait. Quand on vient nous dire ils ont des capacités, alors on ne dit jamais différentes. Nous on dit différent parce que on veut pas hiérarchiser justement. Et ils disent non ils sont bêtes, ils ont pas telle capacité. Bon bah en fait c'est pas un bon argument. C'est pas un argument contre l'égalité. C'est pas non plus la capacité de réciprocité. Parce qu'en fait, si t'attends que l'autre fasse exactement la même chose pour toi et puisse te traiter exactement de la même manière, tu vas forcément oublier des personnes qui ont des capacités différentes, justement, et ça va encore exclure des gens. Donc, il faut pas attendre qu'il puisse y avoir réciprocation pour prendre au sérieux et considérer les intérêts des gens. Et du coup, c'est pas non plus une propriété, comme je vous ai dit, essentielle là, des êtres qu'on va trouver en elle et eux. Et c'est pas un constat ou une vérité à découvrir. Non, l'égalité, c'est vraiment à partir de la question de la prise en compte des intérêts. Et c'est ça qui a été porté historiquement dans l'antispécisme, c'est ce principe-là d'égalité de considération des intérêts. Je vous l'avais pas dit comme ça, mais en fait, depuis le début, c'est de ce dont je parle. C'est question de juste, toutes les personnes qui ont des intérêts, on n'a pas de bonne raison de considérer que certains intérêts comptent plus que d'autres, sous prétexte de différence de je sais pas quoi. Et donc, l'égalité, c'est prendre en compte tout le monde, et dans la diversité de leurs intérêts. Et pas donner plus de force à certains intérêts qu'à d'autres. Juste parce qu'on n'appartient pas ou on appartient à telle catégorie. Et là, tout de suite, j'ai l'impression, est-ce qu'avec cette clarification, vous voyez bien à quel point les caricatures qu'on fait là de l'antispécisme comprenaient pas bien, en fait, ce qu'est l'égalité. Mais ce qu'est l'égalité, pas que dans l'antispécisme. C'est pas une égalité animale ou antispéciste. En fait, on a dit égalité animale parce qu'on avait besoin de dire, en fait, c'est dans le contexte avec les autres animaux et que jusque-là, quand on disait égalité, on pensait égalité entre les humains et humaines. Donc, on est obligé un peu de la qualifier en disant égalité animale, ça inclut en fait tous les principes que vous avez défendus pour porter l'émancipation entre les humains valent tout autant pour les autres animaux. Mais en fait, j'espère qu'un jour on pourra atteindre une situation où on n'aura même plus besoin de qualifier l'égalité, parce qu'en fait c'est le même principe d'égalité qu'entre les humains. C'est l'égalité tout court, en fait. Et c'est juste que l'égalité tout court, elle doit inclure les autres animaux. Vous voyez un peu ça ? Trop bien, merci de dire que vous tenez bon. Du coup, on en arrive à la troisième, parce que dès qu'on porte cette question-là de l'égalité, ou en fait dès qu'on dit quoi que ce soit, d'essayer de prendre en compte l'intérêt des autres animaux, qu'est-ce qui surgit systématiquement dans toutes les conversations du monde entier? Les plantes. Mais les plantes, vous faites quoi? Vous dites quoi là sur les plantes? Bon. Et en fait, c'est toujours avec le reproche de en fait, vous vous en fichez des plantes. Hein, vous vous battez pour les animaux, mais vous avez juste repoussé un peu. Vous êtes les plus spécistes de tous. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils ont vraiment pas de culot à venir nous dire voilà, en fait, vous avez juste inclus quelques personnes en plus, mais vous vous fichez du reste et des autres individus. Bon, c'est pas ce qu'on dit, évidemment. Et quel est le statut là qu'est-ce qu'on dit quel est le discours antispéciste sur les plantes en général? Bon. Là, en fait, sans vous le dire, je vous ai présenté le principe du sentientisme, qui est cette idée que, en fait, si on a des intérêts, qu'on a une vie subjective, c'est peut-être la slide juste après, voilà. Le fait d'être sentient, c'est le fait d'avoir une conscience subjective, et en fait, on éprouve les choses, on a des expériences. On a des expériences en particulier positives et négatives. Et du coup, notre vie nous importe. On a envie qu'il se passe des choses bien. Et c'est la condition qui fait que on peut nous faire du mal. En fait, on peut venir nous nuire à nos intérêts. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a été porté par l'antispécisme de constater que pour avoir des intérêts propres, individuels, subjectifs, il faut être sentient. C'est quelque chose, en tout cas, tous les êtres sentients ont ces intérêts-là. Et donc, les autres êtres sentients que les humains ont tout autant plein d'intérêts et une vie subjective, justement, quand ils ont une conscience en ce sens-là. Et donc, que dit le sentientisme? Quelque chose de très simple. Il dit, le spécisme, ça tient pas, là, dire on va considérer les intérêts que des humains et ils sont plus importants que tous les autres dans ce monde, ça c'est pas très bien justifié, c'est un peu arbitraire. Par contre, si on étend ça vraiment, sans horizon, sans restriction, sans s'arrêter en fait, sans se dire c'est l'appartenance à tel club un peu plus élargi, c'est pas ça du tout, le sentientisme. Non, c'est au contraire, quels sont tous les intérêts qui existent dans ce monde? Et en fait là, je veux dire, c'est un principe qui a pas d'horizon bouché d'avance, mais juste qui va prendre en compte tous les intérêts du monde. Et après, il faut aller regarder où sont ces intérêts. En fait, où est-ce qu'il y a des intérêts subjectifs
et des personnes, des individus à qui on peut faire du bien ou à qui, souvent, malheureusement, on fait du mal. Et c'est là la réponse, en fait, à dire, où sont ces individus? C'est les êtres sentients. Et c'est un fondement qui se veut réellement universel par rapport à tous les autres fondements qui étaient basés sur des catégories d'appartenance. Non, pour la première fois, le scientisme, il propose de dire, juste la seule question qu'on va poser, c'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce que tu vis, en fait? Qu'est-ce que tu éprouves dans la vie? Et est-ce que là, tu souffres? Est-ce que là, il se passe des choses affreuses dans ta vie? Ou est-ce qu'au contraire, tu es épanoui? Et dans le premier cas, on va tout faire en sorte pour que les violences cessent et que la domination s'arrête. Et à l'inverse, en fait, on va essayer d'aller vers plus de bonheur, vers plus de considération, d'émancipation, d'épanouissement général, en fait. C'est ça le scientisme. Je ne sais pas à quel moment ça peut se faire caricaturer au point de venir dire que c'est quelque chose de dangereux, d'extrémiste, Enfin, c'est pipou, quoi. Enfin, c'est vraiment en mode non, en fait, juste faisons attention à tout le monde et prenons tous les intérêts en compte. Et après, dans le détail, je veux dire, on n'a pas toutes les réponses d'un coup, du jour au lendemain, mais déjà, dans le principe, on devrait pouvoir se mettre d'accord, en fait. À l'égard des plantes, mais plus largement du monde, de l'environnement, du monde minéral aussi, va pas se placer sur le même terrain que la considération morale, que la responsabilité, que les questions de justice qu'on doit directement à des individus, à des personnes qui vivent des choses, qui éprouvent des choses et à qui on peut faire du mal. Et donc, en fait, la question des plantes, nous, on dit, elle concerne pas la prise en compte des intérêts individuels, parce que juste, il n'y a pas de tels intérêts chez les plantes. C'est pas une façon je veux dire, c'est pas leur faire offense. Les plantes sont super stylées, font plein de trucs géniaux, mais juste, on n'a pas besoin de dire quelque chose qui est faux, qu'elles auraient une conscience intérieure ou une forme de subjectivité, ce qui est juste pas le cas, en fait. Pour dire qu'elles font des choses et parler de leur prouesse, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça va plutôt basculer dans des réflexions qui relèvent plutôt de l'éthique environnementale, du coup. Et du coup, c'est là où, en fait, moi, j'ai jamais entendu l'antispéciste dire les non-sentients, faut tout défoncer, on peut tout utiliser et en fait, c'est toujours le procès qu'on nous fait. C'est vous pensez qu'aux êtres sentients et donc on peut défoncer tout le reste. Mais non, en fait, on n'a jamais dit ça. Mais juste, c'est pas des individus qui éprouvent des choses, donc on va pas réfléchir de la même façon. Et la priorité, c'est de penser aux intérêts propres de tous les individus qui ont des intérêts subjectifs dans ce monde, donc tous les êtres sentients. C'est ça le sentientisme. Donc vous voyez que quand on prend le temps un peu de tirer les fils, il n'y a pas normalement de nouvelles frontières arbitraires brandies en mode si t'appartiens pas, on s'en fiche de toi. C'est pas du tout ça. C'est juste, on va pas réfléchir moralement de la même façon. Et à l'inverse, par contre, utiliser, comme c'est souvent fait, la question des plantes, leur soi-disant intérêt, leur soi-disant conscience subjective contre les animaux, parce que c'est toujours ce qui est fait, vraiment absolument systématiquement, c'est un contre-feu. Et Florence Burga, une philosophe, qui en a parlé comme d'un contre-feu à la question animale. C'est-à-dire, on est en train de parler des animaux, et on n'a pas envie, dans la société, qu'on nous parle du mal qu'on fait aux animaux, donc tout de suite, on va dire, oui, mais les plantes. Comme pour mettre fin à la discussion ou la faire dérailler. Et c'est franchement, j'ai fait une vingtaine de rencontres en librairie à l'occasion de la sortie du livre, là, ces derniers mois. Et vraiment, systématiquement, je vois ce truc-là se passer. C'est-à-dire, les plantes sont brandies et ça fait dérailler la conversation et on parle plus des animaux. Et c'est vraiment à ça que ça sert. Je ne dis pas que les gens sont mal intentionnés, peut-être ils n'ont pas conscience que c'est ça un peu la fonction rhétorique, mais de fait, c'est l'effet, c'est la conséquence que ça produit à l'échelle des discours dans la société. Et donc, faut faire attention par contre à ce que les gens qui nous vendent une considération pour tout le vivant et tout, en fait, c'est quoi les effets politiques de ces discours? Et franchement, désolé, mais 8 fois sur 10, les effets politiques, c'est de venir nier l'intérêt des autres animaux, ou de venir faire en sorte qu'on n'en parle pas, ou qu'on les prenne pas en compte. Donc, faut toujours recadrer, dans ces cas-là, faut vraiment vite recadrer la conversation, en mode, on peut renvoyer vers des références en mode, bon, si tu te poses réellement de bonne foi la question de l'intérêt des plantes, bon, c'est légitime de se poser la question, et il y a telle référence qui te montre qu'il n'y a pas de vie subjective chez les plantes, et on va pas passer 1000 ans à en parler, parce que la question c'était les êtres sentients, en fait. Et on a suffisamment peu d'occasions de bien en parler et de détailler sur ça, pour pas perdre du temps, en fait, à chaque fois à faire dérailler les conversations. Donc c'est dangereux, en fait, il faut vraiment tenir ça aussi bien en tête. Et donc, il y a quelque chose vraiment de fondamentalement différent et de complètement révolutionnaire. C'est un changement, mais presque de civilisation, quoi. L'avancée du sentientisme, la proposition du sentientisme, c'est dire pour la première fois de toute notre histoire, en fait, idéologique, politique, on va plus réfléchir en termes d'appartenance, en termes de catégorie. On va plus dire, faut que tu me ressembles, faut qu'on soit dans le même club, faut qu'on soit dans le même groupe, pour que je te considère et que je fasse attention à tes intérêts. Et le sentientisme, c'est
pour la première fois, on dit la question qu'on va poser, c'est pas t'es qui, à quoi t'appartiens, t'es quoi, avant de pouvoir répondre quoi que ce soit sur la considération des intérêts, ou de venir dire qui mérite de compter, et à chaque fois de répondre en mode un tel et pas tel autre, une telle et pas tel autre. Et dans le spécisme, qui mérite de compter, les humains. Et c'est l'appartenance d'espèce qui vient fonder, soi-disant, l'égalité. Non, pour la première fois, le scientisme, il propose de dire juste la seule question qu'on va poser, c'est quoi tes intérêts? Comment est-ce que qu'est-ce que tu vis en fait? Qu'est-ce que tu éprouves dans la vie? Et est-ce que là tu souffres? Est-ce que là il se passe des choses affreuses dans ta vie? Ou est-ce qu'au contraire tu es épanoui? Et dans le premier cas, on va tout faire en sorte pour que les violences cessent et que la domination s'arrête. Et à l'inverse, en fait, on va essayer d'aller vers plus de bonheur, vers plus de considération, d'émancipation, d'épanouissement général en fait. C'est ça le scientisme. Je ne sais pas à quel moment ça peut se faire caricaturer au point de venir dire que c'est quelque chose de dangereux, d'extrémiste, c'est pipou quoi. Enfin, c'est vraiment en mode non, en fait, juste faisons attention à tout le monde et prenons tous les intérêts en compte. Et après, dans le détail, je veux dire, on n'a pas toutes les réponses d'un coup, du jour au lendemain, mais déjà dans le principe, on devrait pouvoir se mettre d'accord en fait. Et parce que c'est un super principe. Et donc c'est ça, il y a vraiment ce procès-là qu'on nous fait, qui est un peu subtil, qui est souvent fait par les philosophes là, qui aiment bien nous la faire en mode vous allez être plus spéciste et on va vous prouver que vous avez fait que pousser la frontière un peu plus loin. En fait non, c'est vraiment une mécompréhension de ce qu'est le scientisme. C'est pas une nouvelle frontière. C'est d'ouvrir enfin l'horizon et de cesser de réfléchir en termes d'échelle des êtres. Parce que c'est ça que fait sur quoi s'appuie l'idée de spécisme. C'est en fait de venir toujours figer la différence et de dire il y a des gens supérieurs, il y a des personnes supérieures et il y a des gens inférieurs. Cette logique-là, du coup, c'est une logique suprémaciste qui vient hiérarchiser les individus. C'est ce que fait le spécisme, mais c'est ce que font toutes les idéologies de domination, en fait, toutes les idéologies d'extrême droite, notamment, et toutes les oppressions, en fait, consistent à hiérarchiser les individus et à ériger l'inégalité en ordre pseudo-naturel. Et donc c'est ce que fait aussi le spécisme, de venir dire mais si c'est naturel, les humains sont naturellement supérieurs et les animaux sont faits pour être exploités, pour souffrir, pour nous servir, pour servir nos intérêts, aussi futiles soient-ils. Et donc c'est vraiment un enjeu supplémentaire de dire en fait on va peut-être enfin casser là cette façon de réfléchir et de dire on va sortir enfin de la logique des appartenances, des frontières, des hiérarchies, des échelles d'être, pour juste considérer tous les individus dans leur diversité, dans leurs différences, et prendre en compte tous les intérêts. Et sortir de cette logique essentialiste, en fait, qui vient figer et plaquer, en fait, sur les individus des hiérarchies. On est pour la fin, en fait, de ces hiérarchies-là. Voilà. Ça a fait un peu le tour des 4 questions qui permettent de clarifier, j'espère. Et sinon, on va pouvoir continuer d'en discuter, et puis avec vos questions, aller peut-être encore plus loin. Et du coup, comme on a quand même brassé plein de trucs, je remets un petit résumé pour dire que voilà, revenir à l'idée que les caricatures de l'antispécisme, notamment ce truc de droit de vote des poules, ça révèle vraiment des confusions sur le principe même, ce qu'il y a derrière le principe d'égalité qui est au cœur de l'antispécisme. Et donc, oui, il y a des différences entre les individus, mais ce que dit l'antispécisme, c'est que ces différences-là, toutes celles qui ont été brandies sur la différence d'espèce, sur la différence de capacité, sur n'importe quoi, ça justifie pas la domination, ça justifie pas la violence qu'on fait aux autres animaux notamment. Et si la différence là prétendue, c'est un état de fait, en fait, quand on en déduit une hiérarchie, on est déjà en train en fait de faire un choix politique qui est pas anodin. En fait, c'est ça. Nous, on dit pas, on critique pas la différence en elle-même. On critique ce que les gens en font dans leur discours et dans leur pratique, en hiérarchisant les êtres à partir de ces différences. Et nous, on est pour casser le réacteur de la différence quand elle vient produire en permanence de la hiérarchie. C'est ça qu'on porte. Quand je dis moi, c'est les antispécistes, mais en fait, les gens pour l'égalité en général, je dirais. Et du coup, faut bien voir ce pas de côté là qu'on propose souvent, c'est le spécisme, c'est un réacteur idéologique. Enfin, un des mécanismes du spécisme, c'est de venir produire de la différence. Là, de la différence pas juste factuelle, de la différence idéologique, de l'idée d'essence séparée en fait. Les animaux, c'est pas pareil, ce truc-là qu'on entend. Les animaux, ils sont ailleurs, et les animaux, ils comptent pas. Toutes ces idées-là, c'est le réacteur de la différence qui joue à plein, en fait. Et donc, ça transforme des différences qui sont en fait hyper diverses, contingentes, qui sont pas par espèce, mais qui sont entre les individus et au sein de chaque espèce. Il y a encore plein de différences à trouver, évidemment. Et ça en fait des espèces de différences essentielles, fixes, naturelles, en fait naturalisées.
figé. Et c'est là où ça bascule dans une forme d'essentialisme et d'échelle des êtres. Quand on vient nous dire, mais les animaux, ils sont comme ça, et donc ils sont inférieurs, et donc ils sont pas égaux avec nous. Et ça vient juste, en fait, c'est le mécanisme principal du spécisme, c'est de nous décrire un ordre social, c'est-à-dire qui est le fruit de l'histoire, qui est le fruit d'un rapport de force. Je veux dire, on s'est emparé des autres animaux, on les produit en permanence, en masse, les animaux domestiqués, pour pouvoir s'emparer de leur corps et les utiliser. Bon, bah, tout ça, nous, on dit, on pourrait faire autrement, en fait. Et ce qu'on nous répond en face, c'est, non, mais c'est pas un ordre social, c'est un ordre naturel. C'est comme ça. Il n'y a rien à changer. Et nous, on répond, bah non, en fait, c'est un ordre social. Et ton idée de nature, là, elle est toute pétée, et elle vient pas du tout justifier ce que tu crois. Et donc, faut pas penser que la domination, elle émerge comme ça, naturellement, de la différence, comme si c'était spontané, là, cette histoire. Ça, c'est le fruit de l'idéologie, justement, qui vient nous dire, non, c'est un ordre naturel. Et nous, ce qu'il faut voir, c'est comment la domination elle-même, le rapport de force qui a été instauré, reproduit sans cesse de la différence, et altérise en permanence les autres animaux. C'est pour ça que même des discours qui prétendent parler en bien des animaux, bah, des fois les réessentialisent et les figent dans une espèce d'altérité. Tous les discours qu'on entend là, les animaux, l'autre de l'homme, l'autre de l'humain, faut les respecter, mais dans leurs différences. Et qu'est-ce que les gens sont en train de dire dans ce cas-là? C'est, bah, du coup, on leur donne pas de droits, du coup, ils peuvent continuer à crever, du coup, on peut continuer à les manger, mais on les respecte dans leurs différences. Vous voyez à quel point la différence, elle peut aussi servir de façon un peu subtile, voire, comment dire, pernicieuse, là, à justifier les pires violences et la domination. Et donc, à l'inverse, nous, notre réponse, ça doit pas être de juste, face à la différence qui nous est brandie, produire de la ressemblance. Et dire, mais si, regardez, en fait, ils ont ça, ou on est pareil. On n'a pas besoin de faire ça. Je veux dire, il faut les considérer comme nos semblables, mais au nom de l'égalité, et y compris dans la différence, on peut se reconnaître comme semblable. Ça veut dire, je considère tes intérêts, et je te reconnais comme digne ouais, j'aime pas beaucoup ce concept de dignité qui est très humaniste, mais je reconnais que t'es légitime à voir tes intérêts pris en compte, et que moi, je suis pas légitime à te nuire sans excellente raison. Mais souvent, il y en a pas. Et donc voilà, faut faire attention à pas se placer finalement sur le terrain idéologique de la domination elle-même en répondant juste avec de la ressemblance. Et donc le sentientisme, à l'inverse, donc c'est pour ça la conférence là du spécisme au sentientisme, parce qu'en fait le sentientisme c'est la proposition d'un nouveau fondement d'égalité en réponse au fondement tout pété qui était l'égalité pensée que entre les humains, ou en fait l'égalité pensée que entre les gens d'un certain club, d'une certaine catégorie d'appartenance en général. Et là pour le spécisme c'est les humains. Et donc pour une fois, si on a bien fait les choses, le sentientisme, ça va pas juste pousser la frontière un peu plus loin. Là, normalement, ça y est, en fait, on a fait attention, on a appris. On va pas faire là comme les Gugus qui ont dit Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on pense entre qui, là, cette égalité universelle? Entre les hommes, riches, blancs, de la métropole, pas colonisés, valides, enfin voilà, vous oubliez pas un paquet de personnes, là. Et du coup, nous, on a appris de ça, et on a vu que après on a continué de se tromper, et que même des gens qui pensent porter une idée d'égalité totalement universelle se disent, le fondement, là, ça y est, c'est bon, c'est sûr, c'est entre les humains. Et nous, on est là, bah, juste, il manque encore des gens, quoi. Donc, normalement, le sentientisme ne refait pas cette erreur-là parce qu'on a appris des erreurs passées, et que là, a priori, si on prend en compte tous les intérêts propres, subjectifs de ce monde, on ne va pas se tromper, a priori. C'est drôle, c'est un résumé, puis en fait, je redéveloppe des choses, c'est bizarre. Et donc voilà, c'est pour ça que le sentientisme, ça ne recrée pas une hiérarchie, ça invite vraiment à changer complètement le logiciel. Et à dire, non, là, on va vraiment avoir une égalité universelle, et on va sortir de ces logiques d'appartenance, ces logiques un peu tribales il faut que tu me ressembles, il faut qu'on soit dans le même groupe pour que je considère tes intérêts. Non, en fait, là, c'est bon, on peut ouvrir l'horizon de l'égalité. Et donc, vraiment, la différence, ça semble être un des points les plus difficiles qui nous est brandi en permanence, presque le talon d'Achille, en fait, de l'antispécisme, en mode, haha, comment vous allez faire face à la différence ultime, la différence des animaux par rapport aux humains? Et ben, en fait, ça aurait en tout cas, ça nous est vendu comme une fragilité de l'antispécisme, et en fait pas du tout. Je veux vraiment défendre que c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait que le projet antispéciste ou sentientiste, c'est un des projets les plus robustes, les plus intéressants, les plus révolutionnaires qui soient dans nos sociétés, justement parce que là, on peut plus nous la faire en fait de dire que la différence serait comme un contre-argument à l'égalité. Au contraire, en fait, on va penser une égalité d'une force incroyable si on est capable de la construire avec des individus que plein de gens continuent de se représenter comme extrêmement différents de nous. Et nous, on dit, c'est pas grave, en fait. On peut quand même penser l'égalité. Et en fait, quelle est votre égalité? Quelle pauvre conception de l'égalité s'il faut être exactement identique pour pouvoir se considérer comme égaux? Au contraire, en fait,
L'égalité, elle est robuste, elle est intéressante politiquement que si elle peut être pensée dans la différence. Sinon, ça sert à rien d'avoir l'égalité. Sinon, juste, on considère c'est l'identicité, quoi. Faut être identique pour compter et pour se reconnaître comme ayant des intérêts. Bah non, en fait, l'égalité, ça n'a jamais eu de sens que si ça peut être pensé dans la différence. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on nous produit la différence comme un contre-argument à l'égalité, ça tient pas debout du tout, mais genre pas une minute, quoi. Et que faut qu'on tienne bon en disant mais en fait on s'en fiche, ta différence là ça vient pas du tout, au contraire ça fera une égalité encore plus forte, ça fera une égalité encore plus juste, encore plus robuste pour vraiment fonder un projet politique qui soit sûr de n'oublier personne sous des prétextes de différence ou de questions d'appartenance et tout. Voilà. Et c'est du coup ça renforce encore l'exigence de justice qui est en fait au cœur de l'antispécisme, mais qui devrait être voilà au cœur de tous les projets d'émancipation, d'égalité et de lutte contre les dominations et contre les oppressions. En tout cas, c'est ma conception des choses et ça correspond à plein de choses qui ont été portées aussi par la pensée antispéciste. Voilà, on est plein à essayer de porter ces conceptions-là et puis j'espère que ça vous semble convaincant et intéressant comme projet politique. Et puis si c'est le cas, bah venez, on le porte ensemble. Ah oui, je voulais vous donner un tout petit mot de conclusion parce qu'on a parlé de cette question-là de l'égalité avec la chercheuse Réjeanne Sénac, justement, qui est une des très rares personnes à porter l'antispécisme en mobilisant ce concept d'égalité. Et je trouve qu'elle le définit super bien à un moment dans cet épisode. J'ai mis l'extrait au tout début parce que je trouvais ça trop bien, où elle dit bah l'égalité, en fait, c'est quoi? C'est un horizon politique de non-domination. Et vas-y, en fait, va nous remettre de la différence là-dedans. Ben non, en fait, juste, on abolit la domination et c'est ça l'égalité. Moi, je trouve ça très fort comme définition. Alors, c'est aux questions-réponses. Est-ce que tu veux le dire, c'est ça? Ok. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on vous fera passer le micro. Alors, donc, tu as parlé des gens qui nous questionnent sur notre volonté d'égalité animale, en fait. Et moi, je me demandais si c'était pas un processus enfin, en tout cas, ça me fait penser à un processus qui consiste à inverser la charge de la preuve. Et je me demandais si ce serait pas justement aux personnes qui défendent l'inégalité animale de justifier et d'argumenter. Et si ces personnes n'ont pas d'argument valable pour justifier cette inégalité, donc cette domination, est-ce qu'on ne devrait pas vouloir l'égalité par défaut, quoi? Si, je trouve ça excellent de le dire comme ça. Effectivement, par défaut, l'égalité. Et c'est les personnes qui veulent défendre qu'il y a des gens supérieurs et qu'il y a des intérêts qui comptent pas et qui doivent pas être pris en compte, qui doivent trouver d'excellents arguments pour venir légitimer. Et du coup, une fois qu'on remet ça en perspective, on voit à quel point un système qui asservit, qui exerce des violences effroyables envers des milliards d'individus, on peut espérer que c'est du côté de ce système-là, de la légitimation de ce système, que vont se trouver les arguments les plus robustes. En tout cas, on devrait être dans une société, mais c'est pas le cas, où avant de faire quelque chose d'aussi affreux, en fait, on a trouvé d'excellentes justifications. Et de fait, il y en a pas. Mais la difficulté, c'est que des fois, ça marche pas juste comme argument de dire bon la charge de la preuve est de ton côté, parce qu'en fait, du côté du spécisme est le sens commun. Et en fait, la quasi-totalité de tout ce que les gens pensent et de tous les courants de pensée de la société. Enfin, c'est une idéologie très structurante et très forte, l'idée de supériorité humaine. Donc, malheureusement, pour s'y attaquer, il suffit pas juste de dire vas-y, fournis un bon argument. En fait, les gens, ils nous répondent, on s'en fout des animaux. Et puis là, c'est plus quoi faire. Du coup, c'est pour ça, des fois, on doit continuer à revenir à la charge, même si, en fait, on devrait pas avoir à fournir d'arguments et que par défaut, oui, par défaut, l'égalité, je suis d'accord. Ok, on va alterner du coup entre les questions qui ont été écrites et les questions du public. Du coup, je mets un peu la lumière pour lire la première. L'égalité était une construction politique gagnée grâce à la lutte. Du coup, quelle stratégie politique pour la défense des intérêts des animaux qui peuvent difficilement se coaliser par eux-mêmes? Ah oui, super question. C'est une des preuves supplémentaires que l'égalité pensée par l'antispécisme, elle va nous donner un projet bien plus robuste. Parce que justement, à gauche, il y a un peu cette idée reçue que la lutte, elle doit être, l'égalité, elle doit être obtenue et gagnée par les premiers concernés, forcément. Et je veux dire, ça part d'un bon principe, hein. Ça part on a appris des luttes, on sait à quel point les alliés font en général de la merde. On le sait. Donc, en général, c'est pas eux qu'il faut suivre. Quand il y a des concernés qui s'expriment, venez, on écoute les concernés et par défaut, il y a aussi le risque de basculement dans une forme de paternalisme, en fait, viens, je vais mener ta lutte pour toi, mais du coup, je vais pas t'écouter et puis je vais te dire comment faire.
Voilà, comme peuvent le faire des blancs par rapport aux personnes racisées ou des hommes par rapport aux personnes sexisées. Enfin voilà. Donc ça vient de l'apprentissage de toutes ces limites que peuvent avoir les alliés. Mais le problème, c'est qu'on a un peu trop généralisé en disant, du coup, la lutte n'est légitime que si elle est menée par les personnes concernées. Et en fait, ça, si on commence à hiérarchiser les luttes en fonction de la capacité des premières victimes à se mobiliser politiquement pour l'émancipation et contre leur domination, on va forcément re-hiérarchiser sur la base des capacités, en fait. Et donc c'est capacitiste, en fait, d'en faire un argument aussi généralisé, de dire, bah, du coup, ceux qui peuvent pas se mobiliser, tant pis. Et en fait, ils le disent pas comme ça, mais en fait, c'est un peu la conclusion de cet argument-là qu'on entend beaucoup à gauche à l'égard des autres animaux. De dire, bah, du coup, ils s'organisent pas politiquement, c'est pas les animaux qui vont faire la révolution. Vraiment, on lit des textos, hein, des trucs comme ça. Hein. Mais c'est pas les animaux qui vont faire la révolution, donc c'est pas une lutte légitime, en fait. C'est un peu ça qu'on nous dit. Et j'espère qu'on a appris du développement des luttes antivalidistes, des luttes pour les droits des enfants, contre la domination adulte, et des luttes anticapacitistes, et de plein de luttes menées aussi par des alliés, et en tout cas qui concernent des personnes qui ont des capacités différentes parfois, ou qui sont toujours renvoyées à leur infériorité. Je pense même aux enfants. En fait, c'est pas toujours qu'ils auraient pas les capacités de participer et de se mobiliser politiquement. Il y a eu plein de luttes d'enfants, par exemple, dans l'histoire. Mais en fait, ils sont toujours renvoyés, on leur nie des droits politiques, on les empêche de voter, on les réprime, on les infériorise, on les vulnérabilise, on leur donne pas les outils, en fait, dont ils auraient besoin pour penser leur propre émancipation et voilà, avoir accès à la pleine possession de leur capacité, notamment politique, de mobilisation. Donc, faut voir aussi que la vulnérabilité ou l'incapacité, elle est aussi très souvent produite, en fait, par les systèmes de domination. Et c'est une des formes d'infériorisation des autres animaux, et c'est des dominations, des personnes minorisées dans la société par les différents systèmes de domination. Et ça se passe aussi pour les animaux, en fait, genre, on les décrit comme ils font rien pour se libérer, c'est pas vrai, ils résistent en permanence, en fait. Ils ont pas envie qu'on leur fasse ce qu'on leur fait en tant qu'humains. Et ils résistent tout le temps, en fait. Mais juste, on est plus fort, en fait. On a créé un système d'une violence inouïe l'énorme arsenal, en fait, de déploiement de violence et de contention et de filets de pêche et des mille façons qu'on a de les exploiter et de les empêcher de s'échapper et de les forcer à aller là où on veut qu'ils aillent et de les forcer de nous donner ce qu'on veut qu'ils nous donnent. Bah en fait ça c'est la preuve. Je veux dire, si on a besoin de construire autant de choses, d'utiliser autant d'outils, autant de cages, autant de barbelés, autant de filets de pêche, autant de choses, c'est qu'ils résistent tout le temps, en fait. C'est qu'ils n'ont pas envie d'aller là où on veut, les faire aller et de faire ce qu'on veut. Donc ça, faut qu'on le rappelle, en fait, aussi, que cet argument qui vient nous vendre, que soi-disant les autres animaux, ils se mobilisent pas, bah, certes, une fois de plus, c'est pas une question de droit de vote et de glisser le bulletin dans l'urne. Mais en fait, si on regarde leur spécificité, ils sont en train de se mobiliser, en fait. Ils sont en train de résister à toute la violence et au système spéciste. Et aux atrocités qui leur sont faites. Donc, faut aussi rappeler ça, en fait. Ça pose tout de suite la question politique de si eux, ils résistent, si eux, ils font tout et ils se débattent jusqu'à la dernière minute pour échapper à leur sort, ça pose un peu la question de pourquoi nous, on continue de faire ça, en fait, en tant que système. Si eux, non seulement ils en souffrent, mais ils n'ont pas envie qu'on leur fasse ça. Ça repolitise encore plus la question de mettre l'accent sur la question de la résistance des autres animaux. Je trouve que ça fait penser à la traite des esclaves, comme ce qu'on a fait pour les esclaves, quoi, en fait. C'est la même chose à ce moment-là, si c'est des êtres inférieurs, tout ça, s'il n'y avait pas des gens qui avaient pris leur défense, on nous laisse. Ça me fait penser à la même chose, ça m'a fait penser à ça, en fait. Ouais, tu mets les pieds dans un terrain bien compliqué dans l'antispécisme. C'est le même système, en fait. Alors, c'est pas le même système, mais il y a des logiques communes. Voilà. Et voilà. Mais en fait, il y a eu plein de mobilisations, pour le coup, des premiers concernés, de la même façon, en fait, qui étaient les premiers à résister, à s'échapper, à se libérer, à s'organiser politiquement, évidemment. Mais en fait, ça quand même, ça tire la conclusion politique plus large, que faut qu'on arrive à penser l'émancipation aussi comme une forme de solidarité. Je veux dire, faut pas juste qu'on laisse chacune se débrouiller. En fait, sinon, on va pas créer une société juste, en fait. Il faut qu'on arrive à penser des mouvements d'émancipation à gauche qui, quand on a plus de capacité, quand on est plus émancipé, quand on a moins d'oppression qui nous tombe en fait dessus et qui nous rendent l'existence difficile voire impossible, quand on est dans une situation de privilège relatif, peut-être qu'on peut s'engager pour d'autres que des gens justement qui nous ressemblent ou que des gens qui vivent la même oppression que nous. Et c'est ce que font en fait tous les humains qui déploient une forme de solidarité. C'est ce que font les féministes antispécistes.
qui se disent je me reconnais une communauté de destin en partie avec les autres animaux, de voir que justement il y a des logiques communes souvent dans les systèmes de domination, et de dire on va pas juste se libérer nous-mêmes. C'est la parole de plein de féministes antispécistes qui disent ça en fait. Une lutte féministe qui ne libère que les femmes, c'est pas une lutte accomplie en fait, c'est pas une lutte pour l'émancipation en général. Il faut qu'on soit tous libérés, c'est l'idée aussi de libération totale qui est beaucoup portée dans certaines parties du mouvement antispéciste, de dire la libération ça doit pas concerner que quelques-unes, quelques-uns, ça doit concerner tout le monde justement, dans ce même horizon là dont on parlait tout à l'heure finalement, qui rejoint le sentientisme, de dire faut qu'on puisse abolir tous les systèmes qui infériorisent des existences et qui disent qu'il y a des existences qui comptent pas. Merci pour ton intervention, c'était super. J'avais juste une petite question sur la place que tu peux faire à des arguments très matériels et pas forcément parfaitement cohérents pour essayer de convaincre certaines personnes. Je vais un peu expliquer ce que je veux dire par là. C'est sur d'autres systèmes de domination, on voit que parfois on arrive à les fissurer chez certaines catégories de personnes en leur disant qu'elles-mêmes, quand même, de point de vue théorique, elles y ont intérêt, et de moins en moins elles y ont intérêt. Je pense par exemple, si je fais un parallèle, par exemple sur le racisme, une manière qu'on a de convaincre aujourd'hui, je parle vraiment d'aujourd'hui, je ne veux pas embrasser toutes les situations, etc., mais des personnes blanches, de leur dire mais à quel point en fait eux-mêmes doivent s'en emparer et le combattre, c'est que on voit qu'aujourd'hui, ce qui est le racisme est la base du vote d'extrême droite qui nous menace tous et toutes. Évidemment, pas au même degré que certains. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on peut imaginer. Donc, je voulais savoir si, en fait, un peu de la même façon, tu essayes parfois de dire à quel point, en fait, le spécisme peut avoir des conséquences néfastes pour tout le monde. Par exemple, ne serait-ce qu'en termes d'exploitation animale à grande échelle, qui entraîne cancer, pollution, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de conséquences matérielles. Mon but n'est pas de dire il faut restreindre à ça, Oui. mais juste de quelle place tu peux lui donner. Ouais. C'est vraiment une question bien difficile en fait, parce que ça soulève plein de difficultés. Le fait est que, en tant qu'humain, on est des dominants dans ce système-là spéciste, et une des manifestations du spécisme, c'est qu'en fait, on s'intéresse que aux affaires humaines, et que quand c'est les autres animaux, on s'en fiche. Et donc en fait, on se prend des murs aussi à gauche, dans la gauche spéciste, qui est très majoritaire. Donc je dis la gauche parce qu'en fait, les gens qui se réclament de l'émancipation, mais qui oublient les animaux en fait, souvent dans ça. Et en fait, quand on leur parle que de la question animale, on se prend un mur d'indifférence. En fait, voilà, on nous écoute pas, les gens se mobilisent pas. Alors que dès qu'on inclut un petit peu plus la question humaine là-dedans, on commence à être un peu plus écouté. Et c'est frustrant parce qu'en fait, ça, c'est une manifestation directe du spécisme, c'est-à-dire le sort direct, autonome, indépendant parfois de ce qui arrive aux autres animaux, ça suffit pas à intéresser les humains. Ou très, très minoritaire, qu'on n'est pas beaucoup encore. Donc ça, faut qu'on arrive à casser ça, en fait, à dénoncer cette forme d'expression du spécisme qu'est l'indifférence à leur égard, et on s'en fiche. Donc c'est compliqué parce qu'il faut qu'on tienne ce front-là, de dire faut pas qu'on donne l'impression de nouveau que en fait il faudrait intéresser les humains et qu'il y a que si on en tire un intérêt que ce serait juste. En fait, c'est juste en soi, c'est une forme d'injustice fondamentale qu'on combat et ça devrait suffire. En fait, ça devrait suffire à tout le monde de droit. De fait, ça suffit pas. Et donc on peut avoir un intérêt un peu stratégique à se dire parlons des autres choses qui en fait, si on abolit le spécisme, va être comme des co-bénéfices en fait de l'abolition du spécisme pour les humains y compris. Et en fait, dès qu'on en parle, il y en a plein. C'est ambivalent parce que à une échelle locale, on a des choses à y perdre. C'est ce que les gens nous disent. Ah oui, mais moi, j'aime trop la viande. Voilà. Tous les privilèges en fait qu'on en tire. Il y a des privilèges matériels, mais il y a des privilèges symboliques et ils sont hyper forts. Les gens sont hyper attachés, mais les humains en fait, on est hyper attachés à la domination humaine. On est hyper attachés au fait de pouvoir se représenter comme supérieur. Il y a un vrai, il y a une vraie fascination. Et un truc, on en tire des vrais bénéfices puissants en termes d'identité, de se représenter comme on n'est pas tout en bas, on est en haut, en fait, de la hiérarchie. Donc, ça aussi, c'est un truc qu'on a à perdre, en fait. Si on dit, on va se trouver beaucoup plus humble. Si on dit, on n'est pas du tout en haut de la hiérarchie, il n'y a plus d'échelle des êtres, on considère tous les intérêts, ça revoit un petit peu notre vision des choses. Donc, localement, on a des choses à y perdre, et il faut qu'on accepte, en fait, que oui, l'égalité, parfois, il y a des gens qui ont des choses à y perdre. Les dominants ont souvent à perdre.
à l'égalité. Mais on a aussi plein de choses à y gagner en fait collectivement, et effectivement on peut faire valoir ça, que peut-être on va arrêter en fait c'est sûr, si on arrête l'élevage, on va enlever entre 20 et 25%, je sais plus, entre 15 et 20% des émissions de gaz à effet de serre. On va peut-être régler une grosse partie des crises écologiques. Il y a des co-bénéfices aussi en termes de ce que tu suggérais de les dominations, les suprémacismes, ils sont reliés en fait. Enfin, l'idée même qu'il y a des supérieurs et il y a des inférieurs, c'est quelque chose qui est commun à toutes les dominations. Donc en fait, si on le croit pour certains individus, on a plus tendance à le croire pour d'autres. C'est quelque chose qui a été montré en fait, que les croyances spécistes sont corrélées aux croyances racistes, aux croyances sexistes, en fait aux croyances de domination en général. Et donc il y a un fondement commun qui est on accepte l'égalité. On considère qu'il y en a qui sont là pour se faire piétiner et que c'est pas grave, et qu'il y en a qui méritent plus et ou qui même s'ils méritent pas, ils seront mieux considérés. Donc ça, c'est aussi un truc, en fait. Si on se débarrasse pas du spécisme, on va avoir du mal à obtenir une émancipation vraiment totale. Et c'est bien de voir que, il y a une corrélation des dominations, mais du coup, on peut penser une confluence, en fait, des émancipations en face. Et donc, on aura plus de facilité à arriver à l'égalité entre humains, ce qui est loin d'être accompli, et même on a l'air de reculer, là, dans le contexte de fascisation en cours de la société. Faut qu'on tienne bon aussi, en fait, l'antispécisme, c'est aussi un des moyens d'affirmation de l'antifascisme. Moi, je pense. On a des très bons arguments pour faire valoir ça. Et de voir à quel point la domination des animaux, elle est aussi mobilisée par les idéologies d'extrême droite, justement comme symbole de domination et de pouvoir. C'est pas pour rien là que tous les masculs d'extrême droite, ils s'affichent avec plein de corps d'animaux morts, et ils font valoir ça, et que ça s'imbrique avec leur masculinisme, leur suprématie blanche, et en fait leur domination humaine, leur spécisme. Tout ça est assez imbriqué. Donc voilà, en fait il y en a plein de choses à faire valoir pour dire en fait tout bien considéré, les comptes seront faits. On perd pas tant que ça à devenir vegan et à lutter pour les autres animaux, finalement, même si localement il y a peut-être des gens qui ont plus à y perdre que d'autres. Et globalement, on va en gagner plein de choses. Et ça, on va aller vers un monde meilleur, un monde qui sera plus beau, qui sera plus juste. Donc effectivement, moi je pense qu'on peut faire valoir ça. Et c'est des fois délicat, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, de dire d'abord on n'oublie pas les autres animaux, et on le fait pas d'une façon qui nie en fait l'importance première de ce combat-là. Mais des fois, c'est un peu à chacun dans plein. Il y a trop de contextes différents pour pouvoir avoir une règle générale. Je suis en mode, chaque activiste sait bien dans son contexte juger quel discours peut être le plus efficace et pertinent, et ce sera jamais les mêmes. Enfin voilà, il y a une diversité de contextes. Désolé, je suis très long dans mes réponses. C'est pas que c'est ok. Merci. Je refais une question du coup écrite. C'est quoi la différence entre un être sensible et un être sentient? Merci. Ouais. Et les plantes, par exemple, elles sont sensibles. C'est-à-dire qu'elles ont une certaine forme de perception d'information de leur environnement et de réactivité un peu complexe à ces informations. De la même manière que les panneaux photovoltaïques, ils sont sensibles à la lumière du soleil. Mon téléphone, il est sensible, voilà, je viens d'appuyer dessus, il est sensible, il réagit d'une certaine manière et il s'est allumé parce que j'ai appuyé sur le bouton. Mais il est pas sentient, et les plantes sont pas sentientes, et les panneaux photovoltaïques sont pas sentients. Parce qu'il n'y a pas ce truc en plus qui est pas juste l'adaptation, la perception d'information et l'adaptation à son environnement. Le truc en plus qu'on les aide sentients, c'est que tout ça se passe consciemment. En fait, donne lieu à une expérience subjective qui fait que, pensez-y, si vous posez la main sur une plaque brûlante, vous n'allez pas juste avoir en fait, vous avez d'abord le réflexe. En fait, avant même que vous perceviez quoi que ce soit, consciemment, vous êtes déjà en train de retirer votre main. Et là où ça devient sentient et où c'est plus juste de la sensibilité et de la réaction réflexe, c'est quand ça a eu le temps, après l'arc réflexe qui vous a fait retirer la main, d'atteindre votre cerveau. Et là, vous avez l'expérience subjective de douleur. Et en fait, c'est ça la sentience. C'est le truc en plus qui se passe, qui fait qu'on n'a pas juste de la réactivité à notre environnement, mais que nous, il se passe un truc en plus de plus complexe et qui donne lieu en fait à la douleur, à la souffrance, à la difficulté dans la vie, mais aussi au plaisir, au bien-être. Et voilà, c'est ça qui trace un peu la distinction entre sensibilité et sentience. Question, alors peut-être que ma question elle est ignorante, mais bon après c'est pour ça que je la pose, pour apprendre. Et désolée si ça vous met mal à l'aise d'y répondre, mais pourquoi est-ce que c'est un terrain glissant de comparer ça à l'abolition de l'esclavage? Ok, allons-y. Non mais il n'y a pas de souci, c'est intéressant de soulever cette question-là. Moi je l'ai soulevée dans un des chapitres de mon ouvrage qui porte sur la question de l'analogie, justement, avec le racisme. La difficulté, c'est que y a plein de façons de parler des liens qu'on peut tracer entre le sort des autres animaux et le sort des personnes humaines esclavagisées qui le font pas bien, qui le font d'une façon qui risque de réactiver plein de choses qui vont pas dans la manifestation du racisme.
Et notamment, le premier truc, c'est le fait que les personnes racisées, et notamment les personnes racisées qui ont été esclavagisées, un des modes de leur domination, ça a été de les renvoyer symboliquement à l'animalité. Et donc, le truc hyper maladroit qu'on peut faire, même quand on veut bien faire des fois, c'est si on fait pas suffisamment gaffe, réactiver ce truc-là, qui est une des manifestations du racisme. Et de pas le faire de façon, des fois, suffisamment informée ou prudente pour prévenir, en fait, ces risques-là. Et après, du coup, il y a eu plein de débats sur des maladresses ou même des manifestations qui s'en fichaient, en fait, des conséquences, finalement, de notre discours dans le mouvement sur les personnes racisées. Enfin, voilà, je dis que des fois, c'est des maladresses et puis des fois, c'est juste une expression de l'indifférence et du racisme. Il y a eu les deux cas. Donc, on a une histoire dans le mouvement d'avoir mal fait ces questions analogiques. Et ça a été pas mal dénoncé, notamment par les personnes qui sont à l'intersection entre les milieux antispécistes et les milieux antiracistes. Et de dire, faut faire attention de la façon dont on le porte. Faut faire attention peut-être des fois quand on est des personnes blanches qui le portons en voulant bien faire pour les animaux, mais voilà, en n'ayant pas une connaissance fine de l'histoire ou justement de tout cet télescopage entre les dominations et de ce que ça peut réactiver chez des personnes qui vivent le racisme au quotidien, de renvoi à l'infériorité. Voilà, donc c'est pour ça que je réponds avec prudence. Et je dis j'essaie de dire des choses un peu plus spécifiques sur comment on peut essayer de faire attention à plein de points, et un peu tous les points d'attention qu'il y a autour de ces questions-là, dans le chapitre justement, et où en fait, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est toutes les personnes qui ont réfléchi en étant informées, voilà, souvent du coup les personnes racisées ou les personnes à l'intersection avec les mouvements antiracistes, qui ont proposé en fait plein de choses et plein de critiques et de façons de mieux faire ou de plus avoir tels arguments, et dont j'essaie de rendre compte dans le chapitre. Merci. Avec plaisir. Du coup, tu avais une question justement qui revenait un petit peu là-dessus, mais il y a d'autres mots-clés que tu n'as pas abordés, donc peut-être que tu vas pouvoir encore alimenter cette question. Je te donne au total ce qui avait été écrit. L'antispécisme est souvent relié à la question du privilège blanc et de la colonisation. Comment aborder cette question? On dit souvent que c'est un truc de privilégié. Ouais. Vous avez 3 heures? Non, parce qu'en fait, c'était ces questions-là de l'antispécisme serait soit du colonialisme. Il y a un peu deux choses à distinguer, des fois, dans les choses qui sont véhiculées. Soit on nous dit c'est colonial, soit, des fois, on nous le dit en disant c'est colonial, mais ce qu'on veut dire, c'est de l'impérialisme culturel. Et déjà, j'ai veillé à en faire 2 chapitres différents, parce que j'ai l'impression que ça faisait sens de distinguer les 2 situations, de dire les situations coloniales, c'est vraiment... voilà, le colonialisme dans toute sa matérialité, la prise sur les terres, la dépossession des peuples, les violences, l'impérialisme, les guerres impériales, voilà. Tout ça, quand on regarde du côté du colonialisme, c'est qui l'allié principal du colonialisme? Est-ce que c'est l'antispécisme? Non, en fait, c'est l'élevage. Donc ça, en fait, historiquement, on peut remonter le fil et voir que dans en tout cas dans, j'allais dire quasi tous les contextes, en tout cas dans un nombre de contextes coloniaux assez gigantesques, qu'est-ce qu'on retrouve comme instrument de la domination impériale et coloniale? En fait, l'arrivée du bétail, le fait d'introduire du bétail dans les pays colonisés qui ne s'y trouvaient pas, pour occuper les terres. Pour occuper les terres, pour se nourrir, en fait, on utilisait, une fois de plus, voilà, le déploiement du spécisme, les animaux, ils ont été embarqués aussi dans les entreprises coloniales, bien malgré eux, évidemment. Ils n'avaient pas envie qu'on leur fasse ça, mais en plus d'exercer des violences à leur égard et de les dominer, on les utilisait comme outils de colonisation de plein de pays. Et c'est le cas au Brésil. Voilà, il y a une super militante, Sandra Guimarães, qui raconte ça et qui est juste incroyable. Enfin, vraiment, écoutez-la, son discours, il est incroyable. Et dans le chapitre, ça me tenait à cœur aussi de dire, regardons notre propre situation coloniale en France. Donc en fait, en Kanaki, il s'est passé la même chose. Et il y a des articles historiques qui montrent justement comment ce qu'on dit, les animaux qu'on désigne comme le bétail, voilà, le bétail, c'est encore une catégorie uniforme là qui les désindividualise, mais voilà, d'une façon, elles ont aussi été déployées, ces individus, ces personnes, dans le contexte colonial de la Kanaki. Et on voit ça même dans les contextes coloniaux actuels. Je veux pas laisser croire que c'est que dans le passé, en fait. Ça a été documenté que Israël, en fait, utilise aussi des animaux dans son entreprise de colonisation de la Palestine. Donc en fait, c'est très récurrent. Alors là, j'ai répondu sur la partie coloniale. En fait, c'est l'élevage, l'allié principal du colonialisme. Et le risque qu'on a, j'ai l'impression, le risque principal, c'est pas tant d'être des colons, c'est plutôt de faire preuve d'une forme d'impérialisme culturel au nom de l'universalité
du message qu'on porte. Justement, en fait, j'ai dit depuis tout à l'heure, le scientisme, c'est un message universel et tout. Et un des risques, quand on se revendique de l'universalité, c'est que c'est un truc qui a été brandi, en fait, justement, dans toutes les entreprises de domination impérialiste, pour dire, ou par les pays occidentaux, pour dire, bah nous, on est représentants de l'universalité, et au nom de cette universalité-là, on va venir vous imposer les pires violences et vous renvoyer, nous, on est la civilisation, vous êtes les barbares, vous êtes les incivilisés, vous êtes les sauvages. Donc, il y a ce risque de réactiver ça et de déploiement finalement au nom de l'universalité, de la prise en compte nécessaire de l'intérêt des autres animaux, de risquer de pas faire gaffe aux conséquences politiques que peuvent avoir le déploiement de ces discours dans certains contextes. Et du coup, ma forme de prudence, c'est de dire, y a ce risque, et il faut le prendre très au sérieux, en fait, d'effet néocolonial, en fait, d'un certain discours antispéciste ou vegan. Faut faire attention, et c'est très sérieux, mais déjà, une des solutions, c'est de commencer à parler des situations dans lesquelles on est, en fait, de parler de nos pays. C'est une bonne solution, et puis de faire confiance aux activistes sur place, dans la diversité des contextes sociaux, culturels, politiques, pour bien le faire là où ils sont, et pas prétendre le faire pour elles. Parce qu'en fait, il y a une chose chouette, c'est qu'il y a des animalistes dans à peu près toutes les sociétés. Donc en fait, et souvent du coup, qui connaissent bien mieux les contextes précis de différents pays. Et donc ça vaut le coup de les écouter ou de leur faire confiance, ou voilà, on peut se placer en solidarité avec elles, mais en faisant attention justement à prendre en compte l'ensemble des éléments, des systèmes de pouvoir qui sont en jeu dans le déploiement d'un certain système de domination dans tel contexte. Et en fait, il y a plein d'intersections à chaque fois qui se font, et il faut faire gaffe à ça, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie qu'on fasse attention, qu'on n'ait pas un discours qui soit aveugle, finalement, aux autres formes de domination, et qui risque en voulant libérer les autres animaux ou se placer en solidarité avec elles, risque de renforcer tel autre système de domination. C'est pas ça, l'émancipation générale à laquelle on appelle. S'il y a une toute petite dernière question, c'est le moment. Merci beaucoup Victor pour ta conférence. Moi j'ai une question qui concerne la hiérarchie des êtres sentients. C'est une question qui est assez compliquée, alors peut-être la traiter au plus rapidement possible, mais pour caricaturer, la mouche, la vache, est-ce qu'il y en a un qui vaut plus que l'autre? Voilà, je mets juste ça ici, si tu as des éléments de réponse ça m'intéresse beaucoup, merci. Ouais, je pense que c'est un des éléments les plus difficiles où, même en tant qu'antispéciste, il y a un gros truc dans notre cerveau qui résiste en mode « ouais, quand même, les poissons, les insectes... » Enfin, il y a toujours un moment où on finit par pas tenir bon sur notre égalitarisme et par se dire « quand même, il y a des formes de hiérarchie qui doivent bien exister. » Donc, peut-être on peut se méfier de nous-mêmes, en fait. Juste là, c'est un truc peut-être où on est tout autant concerné par les biais spécistes qu'on dénonce le reste du temps. Je sais que pendant longtemps, le mouvement a complètement oublié les animaux aquatiques, par exemple, alors notamment parce qu'on savait pas qu'ils étaient sentients, mais même une fois qu'on savait, en fait, on faisait moins gaffe, ou on parlait moins d'eux, ou on se centre sur les animaux qu'on connaît mieux, ou qui partagent nos milieux. Alors le milieu aquatique, c'est tellement différent du nôtre qu'on n'y pense pas. Donc, on peut déjà se méfier nous-mêmes de nos propres biais spécistes. Et après, il y a des vraies questions à tirer. Moi, j'ai l'impression que il faudrait pas qu'on rebascule dans une idée de hiérarchie des êtres. Parce que c'est justement ce dont on essaye de sortir. Donc, ce qu'il faut, c'est voir en compte la force des intérêts. Et là, il y a plein d'études empiriques qui peuvent être menées sur est-ce que les intérêts des autres animaux dans tel et tel contexte sont plus ou moins forts. Et c'est peut-être ça qui peut faire la base d'une comparaison de, en fait, on doit quand même tout le temps prendre des décisions difficiles par rapport à un nombre d'intérêts assez gigantesques. Parce que maintenant qu'on commence à se rendre compte que les insectes aussi, ils sont pour beaucoup et peut-être pour la plupart aussi sentients, on va devoir se poser des questions difficiles en essayant de porter un projet d'égalité. J'ai pas dit que c'était facile, l'antispécisme. C'est facile à dire dans l'idée de dire, oui, par défaut l'égalité, mais après la mise en pratique, des fois c'est dur. Et même souvent, ça peut être dur. Donc ça soulève des vraies questions difficiles. Mais moi, je dirais que la piste qui me semble la plus juste à mener, c'est de continuer à pas donner plus d'intérêt, à pas donner une espèce de coefficient supplémentaire à certains intérêts juste parce qu'ils sont dans tel individu ou telle espèce, mais de regarder la force des intérêts eux-mêmes quand on les compare. Mais ça répond pas à toute la question, mais c'est une question difficile et vaste. Et en vrai, j'ai tenté de me dépatouiller, c'est pas une façon d'échapper à ta question, j'ai tenté de me dépatouiller dans ce débat-là, et j'en ai proposé une conférence de 40 minutes qui s'appelle, qui est trouvable sur YouTube, et j'essaie de me souvenir du titre, tous les animaux sont égaux, sauf
C'est quoi le truc d'Orwell, là Et certains sont plus que d'autres. Mais certains le sont plus que d'autres. Voilà, je crois que c'est le titre de la conférence. Pour qu'ils essaient justement de dire, bon, bah, comment on se dépatouille pour la mise en œuvre concrète et réelle de ce principe d'égalité. Et bien c'est terminé, merci à tous d'avoir été là, merci Victor. Merci à vous, merci pour les échanges.